Carlos Gabetta, bonjour. Bonjour. Vous êtes un journaliste argentin, on va dire chevronné, pour être plus sympathique que désagréable. L'âge vous a donné une grande expérience. Vous avez travaillé au monde diplomatique, dans l'édition française, l'édition espagnole, Cuatro Semanas, l'édition argentine, également dans beaucoup d'autres publications en France, en Espagne, en Argentine. Aujourd'hui, je crois, vous travaillez pour le quotidien, ou pour le journal, disons, Perfil. Perfil, un hebdomadaire. Bi-hebdomadaire, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il sort samedi et dimanche. Et vous avez publié, c'est la raison pour laquelle on souhaite avoir un échange avec vous, une dizaine d'ouvrages qui portent sur deux thèmes essentiellement: l'Argentine, qui est votre pays, l'avenir de l'Argentine et les difficultés qu'a ce pays à trouver un équilibre, on va dire, économique comme institutionnel et politique, et le socialisme démocratique. Donc la première question va porter sur l'Argentine. Il semblerait qu'après le Venezuela, l'Argentine soit aujourd'hui le pays qui connaît en Amérique du Sud la situation la plus difficile, économiquement, socialement. Et il y a un rendez-vous électoral important en fin d'année, des élections présidentielles et législatives. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces élections dans ce contexte-là qui, vu de loin, vu de France, paraît assez compliqué et difficile? Bon, d'une part, il faut dire que vous avez bien fait de comparer le Venezuela avec l'Argentine, parce que tous les deux ont subi le Venezuela souffre encore du populisme chaviste et l'Argentine a souffert du populisme péroniste pour la 5e, 6e, 7e fois, je ne m'en souviens plus. Mais on est sous l'houlette, sous la menace de ce populisme corrompu, inefficace, clientéliste depuis 1945, pour résumer. Et on n'arrive pas à s'en sortir parce que c'est le gouvernement de Kirchner a complètement échoué en 2016 quand les libéraux lidérés par Mauricio Macri ont gagné les élections. L'Argentine était endettée, l'inflation était très haute, la pauvreté avait augmenté, enfin tout ce qu'on connaît. Et maintenant, avec un gouvernement libéral, ça va encore pire, parce que les libéraux, on le sait, non seulement en Argentine, mais de par le monde aujourd'hui, n'arrivent pas à résoudre la crise du capitalisme. Il ne faut pas beaucoup s'attarder sur ce sujet, parce qu'on connaît bien la situation en France, en Espagne, même en Allemagne, dans des pays qui tiennent encore le coup, parce que tout le monde chute, mais chacun chute de là où il était. Oui. Donc, dans certains pays, c'est bien plus évident. Mais par exemple, en ce qui concerne l'Argentine d'aujourd'hui, je vous donne quelques chiffres. Il y a un 31,3% de pauvres urbains. Cela fait le 32% du total, selon l'Université catholique argentine. Ça fait 14 millions de citoyens, dont le 50% ce sont des enfants. Quant aux indigents, ils sont 3 000, c'est-à-dire le 7,4% de la population. Selon la ONU, qui vient de publier un rapport il y a quelques jours, la pire des chutes mondiales de la production industrielle, 11%, en 2018, s'est produite en Argentine. Et on prévoit une croissance négative, je crois, cette année. On prévoit une croissance négative. Le taux d'inflation de 2018 a été de 47,6%.
et ainsi de suite avec tous les chiffres économiques. Et quelle est l'incidence sur le rendez-vous électoral du mois d'octobre? Bon, alors là, Si j'étais argentin, moi je me trouverais donc face à cet héritage populiste et à un présent libéral qui n'est pas très réjouissant non plus. Heureusement, vous n'êtes pas argentin. Voilà, oui. Vous devez avoir vos problèmes, Oui, mais pas ceux ce ne sont pas les mêmes. mais pas ceux des Argentins. Justement, on parle là-bas de la grieta, c'est-à-dire le fossé politique et social qui existe entre ce qu'on appelle le populisme, pas ce qu'on appelle le populisme d'un côté et de l'autre côté le libéralisme. Et qu'est-ce qu'il y a au milieu? Et au milieu, apparemment, il n'y a rien. La seule chose qui existe en Argentine de différente à tout cela, ce sont les socialistes qui gouvernent la province de Santa Fe. C'est la deuxième province en importance du pays depuis une quinzaine d'années. Ils gouvernent aussi depuis une trentaine d'années la ville de Rosario, qui est la deuxième ville en importance du pays après Buenos Aires. Et ils ont fait, et dans la ville et dans la province, une très bonne gestion, tout le temps. Très bonne gestion. C'est quelque chose de géographiquement limité quand même par rapport à l'ensemble Non, du pays. par rapport à l'ensemble, on a 23 provinces. Ah, voilà. Non, ce n'est qu'une. Ouais. Donc, une chose, c'est gouverner une province riche. Ouais. Maintenant, ils n'ont pas fait une révolution. Tout simplement, ils ont réduit la corruption au minimum. Ils ont fait un très bon travail sur le plan sanitaire, la santé. Par exemple, le seul endroit d'Argentine où il n'y a pas de morts à cause des avortements clandestins, bien entendu, parce que l'avortement n'existe pas, n'est pas légal en Argentine, et c'est la province de Santa Fe. Et pourquoi ils n'ont pas voté une loi qui permet l'avortement? Parce que ça ne peut pas se faire au niveau d'une province, il faut que ce soit une loi nationale. Mais tout simplement, les hôpitaux publics, ils sont très bons. Et quand il y a une fille qui arrive, qui vient de passer un avortement illégal très mal fait, il ne pose pas de questions, il la soigne. Alors, il n'y a plus de morts. Il n'y a plus de morts. Bon, ce n'est qu'un exemple, mais c'est très important. Alors maintenant, l'espoir pour les prochaines élections présidentielles, c'est de ce qu'une alliance qui est en train de se dessiner, on va voir ce qui se passe, entre le péronisme non kirchneriste, c'est-à-dire le péronisme plus démocratique, si cela existe toujours, hein, parce que le péronisme, ce n'est pas du tout démocratique. Mais il y a le péronisme de droite aussi. Il y a un péronisme de droite, mais il y a un dirigeant péroniste qui s'appelle Roberto Lavagna. C'est un économiste réputé, un homme sérieux. Justement, c'est lui qui a sorti l'Argentine, qui a contribué à la sortie de l'Argentine de la crise de 2001, étant ministre de l'économie de Nestor Kirchner. D'ailleurs, il a démissionné par la suite, voyant la tournure qui prenait le gouvernement Kirchner, la corruption, enfin, un tas de choses. C'est-à-dire, c'est un homme qui a du prestige, c'est un homme qualifié, et il est en train de se dessiner une alliance entre les péronistes, plusieurs gouverneurs, plusieurs maires des villes importantes, qui ne sont pas kirchneristes, et des radicaux de gauche qui ne sont pas contents avec l'alliance que le radicalisme passait avec Mauricio Macri, le président actuel, et les socialistes de Santa Fe. Miguel Lifshitz, c'est l'actuel gouverneur de la province, un homme qui a beaucoup de prestige, mais qui est quand même un gouverneur d'une province. Mais si cette alliance arrive à se concrétiser, là, il y aurait une alternative au fossé, justement. Hein? Parce que sinon, ce sera très probablement Cristina Kirchner. Est-ce qu'il y a des sondages actuellement? Bon, dans les sondages, vu l'échec du gouvernement libéral,
on voit lors des dernières semaines une montée justement de Christina Kirchner, malgré le fait qu'elle est, elle est en train de subir en ce moment 5 procès judiciaires à cause de la corruption de son gouvernement. Certains de ses amis disent que c'est une stratégie utilisée par la droite en Amérique latine d'écarter un certain nombre de leaders populaires au nom de la corruption. Oui, c'est ça, mais en même temps, ce sont des leaders populaires, populistes, qui se présentent comme de gauche. C'est une vieille discussion, on parle de populisme de gauche. Moi, j'ai toujours pensé que le populisme n'a jamais été de gauche. Parce que le populisme, c'est la recherche du pouvoir à n'importe quel prix. Le péronisme, qui est le populisme le plus âgé, je crois, que du monde, parce que ça dure depuis 1945, c'est-à-dire presque 80 ans, le péronisme, c'est l'exemple. Le péronisme a été progressiste lors de la première présidence de Juan Perón en 1945, à tel point que la Constitution de 1949, on a octroyé le vote aux femmes et d'autres choses, mais puis par la suite, on a commencé à faire le tournant que le populisme fait toujours, inefficacité, clientélisme, corruption. Puis par la suite, on a eu plusieurs gouvernements péronistes jusqu'au gouvernement de Carlos Menem entre 1990 et 2000, qui a été un gouvernement ultra-libéral. Et péroniste. Et péroniste. Par exemple, le Kirchner, qui se présente aujourd'hui comme de gauche, à l'époque, elle était députée. Lui, il était gouverneur de la province de Santa Cruz. Ils n'ont rien dit au moment où Carlos Menem a mal vendu d'ailleurs l'entreprise pétrolière d'État, YPF. Il a vendu l'entreprise aérienne d'État, Aerolíneas Argentinas, et ainsi de suite. Donc le péronisme et les populismes sont cela. C'est une recherche du pouvoir à n'importe quel prix, sous n'importe quelle bannière. D'accord. Et ça va me permettre de rebondir sur un sujet qui n'est pas du tout argentin, votre deuxième centre d'intérêt, qui est le socialisme démocratique. Ouais. Comment vous voyez l'état de santé, si on peut appeler ça comme ça, du socialisme démocratique, non seulement en Amérique du Sud, mais aussi, par exemple, en Europe? Mais écoutez, malheureusement, je dois dire que mon opinion, je crois que bien fondée d'ailleurs, est que le socialisme est très malade. Puisqu'on parle d'état de santé, le socialisme est très malade à quelques petites exceptions près. Par exemple, une petite qu'on vient de citer, ce sont les socialistes de la province de Santa Fe, Bernie Sanders aux États-Unis, qui commence à se montrer comme... Mais puis par la suite, regardons par exemple ici en France, le gouvernement du président socialiste François Hollande, il a fini son mandat avec le pourcentage le plus bas de popularité de la Ve République. Il n'a même pas pu se présenter à un deuxième mandat. Il en avait droit. Il ne s'est pas présenté parce que de toute évidence, ça aurait été un échec. Bon, à mon avis, ce qui se passe, c'est que les socialismes démocratiques ont renoncé à la théorie socialiste. Je ne parle pas seulement de Marx, mais de ses épigons, Bernstein, enfin, il y en a beaucoup, Rosa Luxembourg, enfin, des gens... Et quand le soi-disant socialisme soviétique a échoué, parce qu'il a échoué, on s'est dit, bon, ben, c'est le moment de la social-démocratie. Le capitalisme commençait à montrer que cette fois-ci, il a mal à s'en sortir de la crise, et ça s'explique d'ailleurs.
Ça a été prévu par Carlos Marx il y a 200 ans, la situation d'aujourd'hui. La crise capitaliste aujourd'hui, elle est structurelle. C'est-à-dire que le capitalisme produit de plus en plus de biens à une vitesse majeure, c'est-à-dire qu'on augmente la production et la productivité tout en laissant de côté de plus en plus de la main-d'œuvre humaine. Alors, du point de vue capitaliste, ça marche très bien. Les robots ne font pas la pause café, ne touchent pas de salaire, n'ont pas de syndicat. Mais après, ces biens-là, il faut qu'il aille au marché. Et le marché, il y a une crise de consommation. Les États ont des problèmes de plus en plus graves, parce qu'une chose, c'est payer un salaire chômage à 3-4% de la population, et toute une autre chose, c'est de payer ça aux 20% de la population. C'est le cas aujourd'hui en Espagne, par exemple. Sur ces éléments-là, vous pensez que les partis socialistes ou la famille, plus généralement, plus largement, des socialismes démocratiques ne prend pas suffisamment en compte dans ses analyses, si tant est qu'elle est encore en capacité de faire des analyses. Il ne prend pas du tout en compte ça. Pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, moi, ma pensée, et je crois que ça peut se démontrer, c'est que même dans un seul pays, la France, l'Allemagne, n'importe quel pays, on ne pourrait pas pratiquer un socialisme comme il faut, parce que les grandes entreprises, les capitaux, etc., prendraient tout de suite la fuite. Ça s'est vu, hein? Ça s'est vu ici, et un peu partout. Il faut faire un appel international, voir qu'est-ce qu'on fait. Les Nations Unies viennent de publier un rapport selon lequel l'évasion fiscale représente le tiers du PBI international, le tiers de la richesse mondiale. C'est-à-dire que rien qu'en récupérant cet argent, on pourrait faire des tas de choses. Mais il faut qu'il y ait... On a envahi des pays comme l'Irak avec un coup de milliers de morts, mais les îles Maldives ou les paradis fiscaux, on pourrait aller avec un département de police pour trouver l'argent qui est déposé. Vous voyez, mais les gens, les Nations Unies, les gouvernements du monde regardent ailleurs. Comment expliquer ce refus d'affronter le réel de la part de ceux qui devraient, en fonction de leurs principes... Je n'ai pas une explication. La seule chose que je peux dire, c'est que c'est inouï. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas justement à s'expliquer. Pourquoi les socialistes... Imaginez-vous Jean Jaurès, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dirait ? Il dirait, écoutez, il faut remonter les impôts à la spéculation financière, les impôts aux revenus, il faut distribuer le travail. Hein? Au lieu qu'un immigré travaille 14 heures par jour par un salaire qui est la moitié de ce qu'il était il y a 10 ans, que 3 personnes travaillent 3 heures par jour. Ou 4 heures par jour, distribuer le travail, on a commencé à parler d'un salaire citoyen un peu partout. Mais pour payer un salaire citoyen comme il faut récupérer cet argent qui est évadé dans tous les pays. Vous voyez, mais il faut une transformation en profondeur. Ça suppose donc qu'il y ait non seulement des analyses, des réflexions dans chacun des partis socialistes nationaux, mais aussi de façon transnationale, internationale. L'international socialiste devrait récupérer son l'élan qu'il a eu pendant les 30 glorieux avec Willy Brandt, Olof Palme, etc. Pierre Mauroy. Ce n'est pas pour rien qu'Olof Palme a été assassiné. Ouais. Vous voyez, parce qu'il voulait vraiment changer les choses. Mais aujourd'hui, on n'écoute plus ce discours. Et vous pensez que ces questions-là, elles vont être traitées, abordées pendant la campagne électorale en Argentine? Non, je n'en crois pas. Je n'en crois pas, parce que, cette alliance dont je vous ai parlé, c'est un espoir, un petit espoir par rapport à tout ce qui est tellement mauvais, tant du côté populiste que du côté libéral.
Mais on va voir ce qui se passe. Hein. Les socialistes, ils seront quand même minoritaires dans cette alliance. On va voir qu'est-ce qu'ils font les péronistes. Ce qui est intéressant, c'est que le radicalisme, qui il y a 4 ans a passé un accord avec Mauricio Macri, le libéral Mauricio Macri, aujourd'hui est divisé, et la gauche radicale se penche plutôt du côté de cette nouvelle alliance qui se dessine, cette nouvelle option. On va voir ce qui se passe. Une dernière question, Ouais. et on revient à vous. Avant votre aventure journalistique, vous en avez eu d'autres, politiques et assez radicales. Ah ouais. Voilà. On est à 68 ans quand même. Disons, pour parler plus clairement, vous avez participé à un groupe qui prônait à l'époque la prise du pouvoir par la lutte armée. Ouais, vous en êtes revenu, et ça a donné, même revenu par l'écriture aussi. Vous avez souhaité, dans un livre que vous venez de publier, avoir un dialogue avec l'un de vos anciens adversaires militaires, donc un officier, je ne me rappelle plus son rang, Rodolfo Richter. Et ce livre s'appelle Ennemi, c'est-à-dire Enemigos, c'est un dialogue entre ceux qui se sont fait face, les armes à la main, dans les années 70. Pourquoi ce livre et qu'est-ce que vous en attendez? Et comment a-t-il été reçu en Argentine? Bon, voilà, on va commencer par l'histoire de ce bouquin. Et ce monsieur-là, qui est lieutenant-colonel aujourd'hui, mais il y a 45 ans, il en a 69 maintenant, il y a 45 ans, quand il en avait 24, étant lieutenant, tout court, commandant, c'est-à-dire un homme de combat. Et lors de son premier combat à la province de Tucumán, dans le nord du pays, contre l'armée révolutionnaire du peuple, là où je militais à l'époque, qui était une armée, un groupe de guérilla d'extrême gauche, on prenait la dictature du prolétariat, enfin tout ce qu'on sait à l'époque, qui est né justement au moment de notre énissime dictature militaire à partir de 1966, la dictature du général Onganía. Bon, pour revenir à ce monsieur-là, lors de son premier combat à Tucumán, il a été blessé. Et depuis lors, il est en chaise roulante. Paralysé. Oui. Il a été réellement blessé. Il a subi quelques interventions chirurgicales aux États-Unis, et tout ce qu'on connaît. Et par la suite, il s'est mis à étudier. Il s'est diplômé en sciences politiques. Ça fait une quinzaine d'années qu'il est prof à l'Université catholique argentine, parce qu'il est un nationaliste catholique. Et il y a 5 ans, il a pris son doctorat en sciences politiques avec une thèse sur l'armée révolutionnaire du peuple, nous. Alors c'est là que j'ai connu. Et moi, à ce moment-là, j'ai fait la connaissance d'un monsieur qui était un militaire, mais qui rejetait totalement les méthodes de la dictature militaire du général Videla, la torture, la disparition. Il dit, on aurait dû fusiller, si besoin aurait eu, fusillé de quelques centaines de personnes, mais après ça, jugement, etc., mais pas faire ça. Donc, je me suis retrouvé avec un ennemi, justement, mais avec lequel on pouvait parler, quoi. On pouvait discuter, dialoguer. Et je me souviens qu'un jour, il est venu, à l'époque où il faisait sa thèse, il est venu dîner chez moi, avec moi et d'autres anciens copains de la guérilla argentine. Et en sortant, on descendait, parce qu'il vient dans sa chaise roulante, c'est un homme très digne, qui ne demande pas de l'aide, il vient avec sa voiture, de handicapé, bien entendu. Bon, enfin bref, on descendait, je lui ai dit, je me permets je lui ai dit, pensar que hace 40 años vos y yo nos hubiéramos cagado a tiros. Quand on pense qu'il y a 40 ans, toi et moi, on serait entretués. Ouais. Je me suis servi d'un mot un peu en argentin. On serait entretués. Et il m'a regardé comme ça, il m'a dit, écoute,
ni toi, ni moi, nous étions les méchants. Bon. Alors je me suis dit, peut-être il faut faire un bouquin. Et on s'est mis à travailler, et on a fait un bouquin qui consiste à... Il y a une première partie où l'on raconte notre vie, notre entourage familial, nos études, etc. Il faut dire que vous-même, vous avez perdu une compagne également pendant ce moment. Oui, j'ai perdu ma femme à l'époque, elle a été tuée à mon côté. Voilà. Et bon, on a découvert, par exemple, parlant de nos familles, il est fils d'un socialiste tchèque et d'une catholique salteña de la province de Salta, en Argentine. Et moi, je suis fils d'un socialiste italien et d'une catholique rosarina de la ville de Rosario. Voilà. Vous voyez, on a des origines communes, on appartient tous les deux à la moyenne, à classe moyenne plutôt basse que au milieu, vous voyez. On a eu des expériences vraiment communes, mais on a pris des chemins tout à fait différents. Et alors, on a établi une chronologie. Le bouquin démarre en 1966, le coup d'État catholique, péroniste, militaire du général Onganía, dirigé idéologiquement par l'Opus Dei, rien de moins. Et ici, par la suite, tous les coups d'État qui se sont passés, les gouvernements démocratiques, c'est une chronologie. Alors, on raconte qu'est-ce qu'on pensait, qu'est-ce qu'on à l'époque, et qu'est-ce qu'on faisait, et qu'est-ce qu'on y pense aujourd'hui, quelles sont les réflexions actuelles. Est-ce que les conclusions sont positives dans le sens que vous pourriez faire des propositions parallèles, ou est-ce que vous restez quand même sur dans des horizons politiques assez différents? Moi, je crois qu'on reste sur des horizons politiques différents. Il est un nationaliste catholique, et moi, je suis un socialiste démocrate aujourd'hui, démocratique. Donc, mais on est tous les deux d'accord qu'il faut il faut vivre dans une république. Il faut respecter la démocratie, donc pourquoi pas? En ce sens, cette expérience mériterait le livre, donc mériterait d'être traduit ou diffusé dans des pays où il y a eu aussi des événements. Oui, justement, des amis communs, des amis communs brésiliens nous ont dit qu'ils ont intérêt à le traduire en portugais, le publier au Brésil. Ici, j'ai laissé un exemplaire aux éditions du Seuil, parce qu'on raconte des histoires qui se sont passées ici en France. J'ai passé toute la dictature militaire du général Videla ici en France en tant qu'exilé. Et là, on raconte des histoires, la réaction des exilés au moment de la Coupe du Monde de football en 1978, la guerre de Malouine, tout ce que l'exil faisait, les divisions même qui se sont produites à l'intérieur de l'exil. Enfin, à mon avis, c'est quelque chose qui contribue... Qui peut avoir une valeur qui dépasse l'Argentine. Voilà, c'est ça. Bien, merci. Bon, je vous remercie, je m'excuse de mon français. Non, il est parfait. J'espère ne pas avoir fait trop de fautes. Non, c'est parfait. Et puis on prendra rendez-vous lorsque l'actualité argentine le demandera et que vous serez à Paris. Espérons que je vienne à Paris la prochaine fois en visite. Avec des bonnes nouvelles. Et pas exilé encore.